Par amour des mots ou de l'intrigue ou pour transmettre son histoire personnelle, certains sont tentés par l'écriture et même pourquoi pas publier un livre. Devenir auteur, c'est une sacrée ambition, mais est-ce bien raisonnable? C'est ce que nous allons discuter avec notre invitée cette semaine, une toute jeune maison d'édition lyonnaise, les Amazones. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Oui. Nous allons parler avec vous d'un festival. De court-métrage, voilà. C'est pas le festival de Cannes, c'est un festival à Olonne, voilà, sur mer, Cinestyle. Qui a lieu au mois d'avril. Au mois d'avril, et créé par les jeunes d'Olonne. Très bien. Delphine Blanchard, bonjour. Bonjour. Donc une expo d'une artiste chinoise qui s'appelle Su Rong. Ça s'écrit pas comme ça. Ouais. C'est à voir jusqu'au 29 avril au musée de La Roche-sur-Yon. Et c'est une très très belle expo. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Si c'était pas bien, vous n'en auriez pas parlé. Évidemment. Bien, merci. Bonjour Raphaël Rabalan. Bonjour, enchantée. Merci d'avoir accepté votre invitation. Donc vous êtes une jeune éditrice. On peut dire que vous avez 29 ans. On peut le dire. Vous avez 29 ans. Donc vous avez créé une maison d'édition à La Roche-sur-Yon qui s'appelle Les Amazones. Ouais, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. On vous a invité pour parler d'un sujet, je pense, qui nous concerne un peu tous, parce qu'on a tous rencontré des gens qui nous disaient j'ai écrit quelque chose, j'aimerais bien publier, je ne sais pas trop comment faire. Parfois on trouve que c'est une bonne idée, parfois un peu moins. Donc cette émission va essayer d'aider les gens à y voir un peu plus clair, se poser les bonnes questions, peut-être avant de franchir le pas et pourquoi pas vous contacter en tant qu'éditrice. Alors dans votre parcours, expliquez-nous un petit peu comment est-ce qu'on se dit un jour je vais monter ma maison d'édition à La Roche-sur-Yon. Alors déjà c'est la petite fille qui va parler. Donc l'amoureuse des livres à 13 ans, pas du tout avant. Il était hors de question que je fasse un livre avant. J'ai toujours aimé tout ce qui était un petit peu parcours d'aventure, chasse au trésor. Et dans les livres, c'est ça que j'ai retrouvé. Donc à 13 ans, je me suis mise à écrire des chroniques littéraires sur un blog de partage. Ça m'a poursuivie pendant 10 ans. Et je me suis orientée, donc après, logiquement, vers tout ce qui était droit, mais droit de la propriété intellectuelle. Donc, ce qui est en rapport avec le droit d'auteur. Directement, moi, c'est la partie qui m'avait du coup le plus intéressée. Tout au long de mes études, j'ai fait partie, j'en fais encore partie, du comité de lecture d'une maison d'édition qui est implantée à Nantes. Donc, le petit véhicule. Et c'est vrai que je mûrissais ce projet-là un peu... Alors, un peu fou, oui, parce que quand on est vraiment dans le milieu, on se dit on survit chaque jour, c'est une cacophonie. Oui. Ça semble cacophonique de l'extérieur. Et je me suis dit, tiens, pour mes vieux jours, je monterais une petite maison d'édition. Et puis finalement, au bout de 5 ans, voilà, le désir, il était là. Voilà, il fallait concrétiser, il fallait poser ça. Alors, les ventes des livres, des vrais livres qu'on touche, c'est parfois compliqué, du moins. La diversité est compliquée. Il y a de plus en plus d'ouvrages qui sortent. Ceux qui vendent, c'est les gros auteurs, les livres de cuisine aussi. Ça marche pas mal. Est-ce que dans cet univers-là, il y a de la place pour quelqu'un qui n'a pas encore un nom et qui veut démarrer et qui... Alors moi, je ne me suis pas posé la question comme ça. Je me suis plus dit, toujours avec ce petit côté aventurier, il y a toujours des pépites. Toujours des poissons qui passent au travers des mailles du filet. Les projecteurs ne sont pas toujours mis sur... on ne va pas parler de qualité, mais sur les meilleurs bouquins, il y a des trésors qui ne sont pas forcément mis en avant. Oui. Je me suis plutôt dit, qu'est-ce que toi, tu vas apporter de plus? Les auteurs, je les trouverai. Les pépites, je les trouverai. Et il y en aura toujours. Mais dans quelle niche tu vas trouver? C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, des éditeurs, il y en a aussi beaucoup. Et j'ai plutôt pris le problème dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu vas apporter, en tout cas, en local, même si je ne veux pas faire du régionalisme en local, qu'est-ce que tu vas apporter de plus? Ici, dans le paysage local. Sinon, il n'y avait pas tellement, effectivement... Alors, jusqu'ici, vous avez donc publié 3 ouvrages. Oui, tout à fait. Alors, je les ai apportés ici. Delphine les a lus en intégralité. Les 3? Oui. On n'est pas journaliste pour rien. Et donc, on chômé, hein. Le premier, Inamo. Oui. Alors, on dit Aïssa, l'auteur? On dit Aïssa. Aïssa, d'accord. Fratricide de Patrick Kellard, le deuxième. Donc, c'est celui-ci qui a reçu... Alors, celui-ci, c'est le tout dernier. C'est le tout dernier, pardon, je n'ai pas pris dans le bon ordre. Celui-ci a reçu un prix Françoisier? Alors, en fait, non, il a été finaliste du prix des lecteurs Nouvelle Plume, organisé par France Loisirs. Très bien. C'est vrai qu'il a été publicité. Donc, le deuxième, J'irai brûler vos rêves, tout un programme, de Gilbert Montassier. Qui sont ces auteurs? C'est leur première publication, tous les 3? Non. D'accord. Non. Gilbert Montassier, lui, c'est son 4e roman. Ah, d'accord. Alors, sur le territoire, les gens
ont reconnu, à mon avis, ce nom-là, parce qu'il avait vraiment... Il s'était démarqué avec Enquête au vitriol, qui était son premier polar. D'accord. Et qui avait remporté un prix, je crois. Ouais. Donc, une récompense locale. Donc là, c'est vrai. En fait, Inamo, pour vous les présenter un peu, je rebondis un peu. Donc, le premier. Ça a vraiment été la rencontre. Je venais de créer les Amazones. Le lendemain, j'avais cette jeune femme qui, le nom avait fait écho, enfin, ça avait résonné, quelque chose s'était réveillé en elle, c'est exactement ce qu'elle m'a mis. On s'est rencontrés et en fait, les éditions sont nées avec Inamo. D'accord. Jeune femme de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. De Saint-Gilles-Croix-de-Vie, tout à fait. La moitié du roman, d'ailleurs, enfin, on ne peut pas le quantifier, mais a été écrite... Donc elle, c'était bien son premier ouvrage. Oui, son premier. Donc quelqu'un comme ça, j'imagine qu'elle doute, elle se demande... Tout le temps. J'aime écrire, mais dans quelle mesure est-ce que c'est suffisant pour sortir un bouquin ? Non, je pense que son parcours de vie à cette jeune femme-là a fait que Inamo s'est sorti littéralement du cœur et ça lui appartenait déjà plus. Donc on était déjà sur la bonne voie. Inamo, c'était là, c'était en elle. Elle a vécu pas mal de choses. Elle a fréquenté beaucoup de monde, beaucoup de milieux différents. À 24 ans. Enfin, elle n'a plus 24 ans aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était assez... Après, elle doute. Oui, il y a un vrai effort. Moi, c'est ce que j'ai voulu proposer avec les éditions, c'est d'accompagner aussi l'auteur. C'est vrai qu'Inamo, je l'ai porté autant de temps que mon bébé. Oui, d'accord. C'était le cas de le dire. Vous étiez enceinte de ces périodes-là. Et on a corrigé, on l'a accompagné. Des fois, on l'a aidé et puis on l'a rassuré. Donc, c'est quand même ça qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est que le travail de l'éditeur, c'est pas seulement de dire « c'est formidable, on va faire un livre ». Pas du tout. Ouais. Il faut accepter qu'il y a un travail en commun, une réécriture même parfois. Alors, il y a autant d'éditeurs qu'il y a de façons de travailler aussi. C'est ce que j'expliquais Delphine. C'est vrai que dans l'esprit des gens, l'édition, c'est publier. C'est le producteur. Et ça s'arrête là parce qu'on ne permet pas, on n'ouvre peut-être pas assez les portes aussi aux gens. Non, moi, c'est que j'ai voulu le faire comme ça. C'est-à-dire que si mon credo, c'est de vouloir des pépites authentiques et brutes, forcément, il faut que je m'implique. C'est-à-dire qu'il y aura un travail de correction, mais toujours en restant dans... Oui, il faut avoir une capacité quand même de rentrer dans la psychologie de l'auteur et de ses personnages. Oui, c'est pas formaté à l'image de la maison d'édition. Enfin, moi, c'est pas pour l'instant, et j'espère jamais, ce que je ferai. Et c'est vraiment juste le prolonger et l'aider, parce que quand vous couchez sur papier une histoire que vous la portez pendant 2 ans, il y a un moment donné, vous n'avez plus aucun recul. Et vous savez plus. Un peu comme vous dites, vous savez plus où vous en êtes. Donc... Mais les auteurs acceptent volontiers comme ça que le commentaire, l'invitation à refaire des choses ? Alors, déjà, avant de sélectionner l'œuvre, je pense que je suis déjà en train un peu d'insinuer ce discours-là. Donc finalement, oui, il l'accepte parce que ça coule de source après. Mais on pose déjà les jalons d'une bonne relation avant. Là, je ne veux pas paraître un peu trop dur, mais c'est vrai que pour avoir travaillé longtemps là-dedans, les gens se transforment, c'est un peu le Kafka. Mais c'est vraiment ça, les égos ressurgissent, alors qu'au moment où ils vous le proposent, au contraire, les gens s'abîment presque. Et donc, il faut remettre un petit peu les choses, les pendules à l'heure, et puis... et s'ils sont prêts à cette aventure de partage et tout, mais aussi les recentrer. Voilà, la contrepartie, c'est qu'on va apporter des corrections, mais on va essayer de ramener aussi un peu plus l'auteur au devant de la scène et au sein même du travail. C'est-à-dire que c'est pas, allez, tu vas me faire une interview où tu vas vendre ton livre, c'est tu vas participer clairement à la correction, à l'édification de la maquette. On va revenir sur ça avec quelques informations pratiques et quelques conseils. Parenthèse avec Émilie pour le festival Freestyle. Alors, je dis freestyle, c'est pas pour me donner un genre, c'est parce qu'il faut dire comme ça. Ciné-style. Ciné-style quand même. Ah non, mais vraiment, elle est tout loupée. Donc, mais style quand même. Ciné-style. Freestyle, ça aurait pu. Ça aurait pu aussi. Ça a un peu moins de rapport avec le cinéma. Donc, c'est le 22 avril. C'est le 22 avril. Alors, c'est au Havre d'Olonne, donc à Olonne-sur-Mer, de 17h à 22h30. L'entrée est gratuite. C'est une grande soirée. Et c'est très bien parce qu'on parlait d'accompagnement là, dans le projet d'écriture. Là, à Olonne, ils sont dans un accompagnement aussi, mais avec les jeunes, parce que c'est la particularité, en tout cas, c'est une soirée qui est née grâce aux jeunes qui se sont engagés à Olonne-sur-Mer, qui sont des jeunes qui sont passionnés par la vidéo et qui, au départ, c'est un peu comme partout, ça s'est monté... un peu par surprise, par hasard, des gens qui se sont rencontrés, un espace jeune qui s'ouvre avec un animateur très motivé, des jeunes qui aiment la vidéo et qui se
montent une junior association, j'en avais déjà parlé, une association pour les mineurs, qui s'appelle donc Monster Prod. Donc ils se mettent à faire des courts-métrages, à faire des petites vidéos pour la mairie, à aller voir les anciens pour avoir leurs histoires. Et puis au fur et à mesure, il y a une envie de valorisation de tout ça, et puis de rencontrer d'autres gens. Et c'est comme ça que le Cinestyle est né. Cinestyle a quand même 7 ans. Il y a une centaine de courts-métrages qui ont été proposés. Et là, ça devient quelque chose d'assez important quand même. Alors avec, pour la logistique, la technique, vraiment les jeunes d'Olonne-sur-Mer, la buvette, c'est une autre junior association, enfin vraiment, ça fonctionne bien. Exactement. Et il y a la mairie qui, bien sûr, est là aussi alors, pour la communication, pour les salles, enfin... Et qu'est-ce qu'on y voit alors, si c'est un festival du cinéma? Alors, des courts-métrages par catégorie. On a une catégorie 10-12 ans. Donc là, on est vraiment sur un groupe de jeunes parce qu'il n'y a pas d'individuel. C'est vraiment un groupe. Parce que le but, c'est aussi de travailler ensemble et de produire ensemble. Donc là, c'est leur premier essai. Hein. Souvent, ils sont petits. Donc le thème est libre parce qu'on ne va pas trop les charger. Oui. Il y a une autre catégorie, c'est les 11-14 ans. Et là, ils vont avoir... le thème, c'est la vision qu'ils ont, eux, du monde qui les entoure. Donc finalement, ça donne plein d'idées et plein de pistes. Et la dernière catégorie, c'est les 15-25 ans. Et là, le thème cette année, c'est un drôle de monde. Ça change chaque année, là, pour le coup. Et là, on peut être inspiré aussi. Exactement, c'est ça. Et puis, ils ont fait aussi, là, cette année, entre chaque catégorie, il y a une petite pause quand même, parce qu'il y a un jury qui débat, c'est assez sérieux. Il y a un tremplin musical, donc il y aura des groupes de jeunes aussi du coin qui vont venir faire un petit peu de musique et puis se mettre en avant. C'est ouvert au public, en fait? À tout le monde, vraiment, à tout le monde. C'est un spectacle qui est très chouette, les retours sont très positifs, puisque c'est assez professionnel quand même, parce qu'au fil des années, ils ont su s'entourer aussi de professionnels aussi du cinéma, et il y en a qui sont allés dans les locaux de Canal+, enfin bon, ils apprennent bien, on est vraiment sur des choses pro, et puis les gagnants, de mémoire, vont pouvoir aller assister à l'émission de Yann Barthès, là, le quotidien, donc voir les coulisses, enfin bon, ils vont s'enrichir aussi de tout ça. D'accord, donc après, vous ferez peut-être, d'ici quelques années, une chronique sur un de ces cinéastes en herbe qui aura fait carrière. Oui, parce qu'en plus, il y en a certains, c'est devenu une vraie vocation pour le coup. Et ils continuent, ils ont grandi, voilà, et ils continuent leurs études là-dedans. Et vraiment, ils veulent travailler là-dedans. Donc ça peut faire naître des vocations et c'est assez chouette. En tout cas, c'est important de montrer les dynamiques communales, même des politiques publiques au local, ça peut faire naître des projets qui sont très chouettes. Ça vaut le coup de faire confiance. Exactement. Oui. Donc, on a dit samedi 22 avril au Havre d'Olonne, de 17h à 22h30, et l'entrée est gratuite. Exactement, c'est ça. Super. Et ça s'appelle Cinestyle, et non pas Style. Merci. Émilie, on retourne avec vous, Raphaël Raballon, pour parler des éditions Amazon et aussi de cette démarche d'accueillir des auteurs, qui peut d'ailleurs se revendiquer auteur aujourd'hui. Alors, comment ça se passe? Donc, je me pose des questions, j'ai écrit quelque chose dans mon coin, je vous envoie un manuscrit, c'est ça en fait? Je pense que c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a une démarche... Mais oui. Je me suis posé des questions, mais la première chose à faire, c'est d'envoyer le manuscrit, peut-être aussi un résumé, ce que vous m'expliquez par téléphone. Parce que c'est vrai qu'à force, donc au début, moi je pouvais me permettre de lire chaque œuvre intégralement et tout. Oui. Maintenant, les romans affluent, les manuscrits affluent, donc c'est vrai que c'est toujours bien quand même de présenter un petit synopsis, un petit résumé de ce qu'on fait. Qui on est, sans étaler une biographie de 2 pages. Mais, et quand vous dites ça afflue, vous recevez un rythme... Alors, la première année, on va dire même les 6 premiers mois, j'en ai reçu 4. D'accord. Déjà, j'étais plutôt contente et toute fierotte. 6 mois après, j'en ai reçu 50. Ah oui, c'est exponentiel. Voilà. Ouais. Je pense que du coup, maintenant, je vais peut-être en recevoir plus que ça. Et là, la dernière année, on va dire, ça c'est bien... Parce que les libraires aussi font aussi le lien, vont rediriger les gens quand je dois en recevoir 3 par semaine, là, à peu près. Alors, tout confondu. Hein. Comment ça, tout confondu? Parce qu'on en parlera sans doute après. Les formes ne sont pas forcément identifiées, ni les genres. Donc, des fois, ça peut être juste des essais... Alors ça, des poésies. C'est quelque chose que vous trouvez important et qui, a priori, n'est pas toujours suffisamment travaillé, c'est que les gens, parfois, ont du mal à s'identifier dans un style. C'est-à-dire, est-ce que c'est un style, mais alors, le style, ça leur appartient, mais effectivement, le genre, la forme. Ouais. Exactement. Et tant que vous n'arrivez pas... Alors, ça peut paraître contradictoire avec ce que je dis, ce concept un peu de nos limites, pas de concessions, mais la littérature, quand même, impose certaines, pas techniques, mais... carcan quand même, il y a des formes à respecter. Et quand vous ne savez pas, il y a eu le cas d'une auteure comme ça,
Quand vous ne savez pas ce que vous écrivez, si c'est un récit, si c'est un témoignage, si c'est un essai, si finalement ça va devenir un roman, ce fouillis-là se ressent et le lecteur, il ne peut pas se projeter. S'il ne peut pas se projeter, votre œuvre, elle ne peut pas vivre et du coup, même si c'est très bien écrit, c'est imbuvable. Mais c'est pas négatif, hein, c'est vraiment les accompagner là-dedans, de dire qu'est-ce que vous avez voulu écrire, à qui et pourquoi. Déjà, quand ils répondent à ça, 50%, on ne veut pas tuer justement la vocation dans l'œuf, hein, mais finalement, vont trouver, comme vous m'aviez dit aussi précédemment, vont trouver peut-être d'autres façons de s'exprimer. Tout à fait, parce qui que leur correspondra le mieux. Ceux qui ont envie de partager leurs écrits, c'est peut-être pas finalement, en faisant appel à une maison d'édition, pour être en librairie. Ouais, tout à fait, mais c'est vrai qu'on peut nourrir ce fantasme-là, parce que la littérature, c'est quand même... je rebondis sur ce que vous avez dit. Autant le cinéma, donc tout ce qui va être corporel, physique, et tout, même la peinture, va permettre une certaine générosité, un certain accueil. La littérature, c'est quand même assez conservateur, c'est un cercle fermé, donc les gens fantasment un peu là-dessus. Donc il ne faut peut-être pas s'interdire d'aller voir, parce que sur Internet, on peut publier des choses assez simplement, donc ça peut être ça aussi. Oui, les blogs maintenant, en ce moment, on le voit beaucoup, on l'a vu avec la musique. Et puis, oui, justement, en plus, comme on disait à l'heure du numérique... Il existe des sites Internet où on peut publier des choses qu'on rend très publiques ou simplement à un cercle restreint. À sa famille. Donc ça, déjà, ça peut être une bonne alternative. Oui, puis ça existe depuis longtemps, parce que même moi, jeune, quand je faisais mes critiques littéraires sur ce fameux blog de consommateurs, il y avait quand même une petite... Alors, je pense qu'il y avait ces volontés-là, parce qu'il y avait une petite partie, on ne citera pas le nom, mais café, où les gens commençaient... je vais peut-être spoiler, mais Anna Sam, l'auteur des Tribulations d'une caissière, a commencé comme ça. On avait des petits billets journaliers. Alors, vous vous êtes rencontrés dans le cadre du magazine Racine sur un sujet justement qui invite les gens à se poser quelques questions avant de publier, Delphine, et vous me disiez que les ateliers d'écriture apparaissaient parfois comme une bonne alternative, une bonne préparation. En tout cas, je trouve que c'est... Déjà, quand on se dit, tiens, je vais peut-être faire un atelier d'écriture, c'est qu'on comprend que c'est aussi un travail. L'écriture est un travail. On n'est pas inspiré tout à coup et puis la flamme vient. Et c'est vraiment ce que vous dites, j'ai l'impression, à vos auteurs. On s'y met, on va travailler. Là, je vais vous dire que votre passage, il n'est pas bon, mais ce n'est pas très grave. Ce que vous avez à dire est bien. C'est souvent ça. Voilà, c'est une sorte de cohérence. Ouais, Parce que bon, je vais pas... Enfin, je vous coupe, pardon. Bon, c'est vrai que je vais peut-être pas essayer de le juger, même si parfois 1%, mais c'est vrai que des fois, on peut le dire, malheureusement, et sans subjectivité. Mais vous avez raison, il faut qu'ils intègrent parfois que là, on se met à leur place. On se bat aussi pour leur œuvre, mais qu'il faut qu'ils puissent se doter d'outils. Donc effectivement, l'atelier, c'est... Et les ateliers d'écriture, il y en a quand même beaucoup, de plus en plus. Vendée, quand même beaucoup. Alors, quand on décide de faire appel, quand on souhaite faire appel à une maison d'édition, admettons que ça fonctionne bien, comment ça se passe? Est-ce que l'auteur verse quelque chose à la maison d'édition pour avoir été publié? Il ne faut pas qu'on parle malheureuse. de ça. Il ne faut pas qu'on parle de ça. Non, mais tant pis, je ne me ferai pas de copain. Donc c'est l'inverse, en fait. C'est la maison d'édition qui fait un contrat avec l'auteur. Mais en plus, moi, de par mon parcours, je ne peux pas donner du crédit à cette... quand on est juriste... On ne va pas essayer... Non, il y a de tout, on défend pas de chaussée. Hein. Mais non, mais pour la faire courte, il y a les dans l'édition, vraiment courte. Maintenant, on vulgarise un peu la chose, et on dit qu'il y a du compte d'auteur, il y a du compte d'éditeur. Et c'est vrai que pour moi, ça n'a pas de sens de dire, pour moi et pour beaucoup d'éditeurs indépendants, il faut quand même le dire, compte d'éditeur, ça n'a aucun sens. Puisque c'est le prolongement naturel, normalement. Alors qu'on comprenne bien, en fait. Donc le compte d'éditeur, donc l'éditeur assure la promotion, la diffusion, donc tous les risques et frais que la publication du livre va engager. L'auteur ne verse absolument rien. Lui, ce qu'il apporte, alors si on veut parler un peu plus en droit des affaires, son apport en industrie, c'est son œuvre. Et on va exploiter pour un temps donné son œuvre. Le compte d'auteur, ça c'est une pratique qui s'est multipliée, beaucoup moins maintenant avec le numérique. Et tant mieux finalement le numérique a eu un bienfait là-dessus. Le compte d'auteur, en effet, c'est... vous êtes en mal de notoriété, vous avez envie de... Ou tout simplement, vous ne trouvez pas de réseau pour que votre œuvre puisse paraître. L'auto-édition, on sait que ça a une image, moins aujourd'hui, mais que ça veut
pas une très bonne image. Mais là, par contre, j'achète un service en tant Exactement. C'est qu'auteur. une prestation. Tout à fait. Je veux publier, donc je vous paie pour que vous puissiez me pour publier. que vous mettiez votre logo. D'accord. Pour la faire courte. Hein. Ok. Bon, il y a sans doute du maquettage. Après, il faut qu'on connaisse les règles. Après, chacun fait ses choix. Mais chacun fait ce qu'il veut. On ne peut pas juger. Mais c'est vrai que parler d'édition, il ne faut pas non plus que les gens se sentent embrouillés. C'est-à-dire que non, l'édition, elle a pour vocation, c'est pas une sorte de mécénat, mais elle a pour vocation de suivre une œuvre et de la promouvoir. C'est notre métier, donc c'est à nous que revient l'investissement aussi. Oui, la prise de grille, c'est aussi d'investissement. Ouais. Très bien, on n'aura pas tout dit sur le sujet. On peut inviter les gens à aller sur votre site internet. Je crois qu'il y a un autre ouvrage en préparation, en sortie chez vous. Et aussi, ne pas oublier, vous êtes présente au Salon du Livre de Montaigu. Les dates du Salon du Livre de Montaigu? Du 7 au 9 avril. Super. Et c'est à Montaigu. Exactement. Très bien, donc là, on peut imaginer que les gens peuvent découvrir aussi les livres qui... Parce Bien que, sûr, même si je n'ai pas lu Delphine, pareil, il y a vraiment un style bien particulier et qui bouscule un peu certaines choses. Oui. Ça fait du bien dans le paysage éditorial vendéen de ce que vous avez fait. Ça me touche parce que c'est ce que je voulais apporter. Mais après... Et quand on disait, je fais un petit aparté, tout à l'heure quand vous demandiez, Catherine, qu'est-ce que finalement un éditeur apporte, le deuxième ouvrage de Gilbert Montassier, vous avez par exemple... Gilbert Montassier a déjà écrit des livres. Moi, j'avais jamais lu l'écriture de Gilbert Montassier comme ça. Vous avez fait un travail, je ne sais pas quoi. C'est pour ça qu'il est venu. Il s'est révélé, quoi, vraiment. Et donc, permis, c'est autorisé. Il s'est autorisé. Et donc, voilà ce que vous apportez au paysage éditorial vendéen. Un peu de liberté. Et bravo. Un peu de liberté. Très bien. On va essayer de continuer. On termine cette émission avec la chronique. Ah oui, les films, il ne faut pas se reposer comme ça. Ouais, je te sais. Donc, exposition. On va du côté de la Chine. D'abord à La Roche-sur-Yon pour découvrir une artiste chinoise. Oui. Elle s'appelle Tsuron. Oui. Tsuron. Elle est chinoise, mais elle habite à Nantes depuis de nombreuses années. Et comme beaucoup de ses compatriotes, elle voue un culte à la peinture française, à la peinture occidentale. Ah bon ? Oui, beaucoup de Chinois connaissent la France d'abord à travers leurs œuvres artistiques. Mais alors elle, comme elle a fait des études d'art, elle fait mieux que ça, comme c'est une artiste. Oui. Elle fait des résidences, là pas d'écriture, mais des résidences dans les musées. Donc elle va dans les musées, elle demande au conservateur si elle peut rester là, et en fait elle crée son œuvre in situ, à partir des collections de ce musée-là. À partir de la collection. Donc là, l'exposition qui s'appelle 3 mètres carrés de lumière que vous pouvez voir à La Roche-sur-Yon, c'est inédit, parce qu'elle s'est inspirée de la collection photo du musée, qui est une des plus belles collections photos de France, il faut le dire. Très bien. Ça, c'est fait. Et donc, elle s'est installée dans le musée. La conservatrice lui a mis à disposition toutes les photos et puis elle a réinterprété en fait les photos. Dans une série qui s'appelle la série des tâches, parce que comme les sœurs Tatin ont, à partir d'un accident, ont fait une tarte, elles se sont dit elle est vachement bonne. Et ben là c'est pareil, il faut me suivre. Oui. Un jour, elle a imprimé une photo du musée sur une imprimante jet d'encre, elle a fait tomber son verre d'eau. Et puis là, il y a une tâche qui est venue dessus. Elle s'est dit ah mais c'est un super concept ça. Donc c'est des tâches. Donc c'est des tâches. Donc ce qu'elle fait, donc alors elle imprime les photos. Elle a imprimé les photos du musée. Elle a au crayon de couleur. Donc la photo devient un dessin au crayon de couleur. Elle le refait la photo en fait. Donc gros travail. Et à l'encre de Chine qu'elle travaille comme de l'aquarelle, eh ben, les taches d'eau, elle les réinterprète avec l'encre de Chine. Elle ne fait pas que renverser en fait. Elle ne fait pas que renverser, non. Sinon, c'est un petit peu, ça aurait été un peu facile. Non, c'est qu'en plus... Alors, je vais vous montrer quelques œuvres que vous allez voir. Ouais, donc ça, c'est le catalogue d'exposition, qui est un beau livre. Très beau livre, oui. Donc là, par exemple, et ce qui est drôle aussi, c'est que si vous ne connaissez pas la photo, bah, vous vous dites, tiens, bon, qu'est-ce que c'est? Vous ne comprenez pas forcément. Et en même temps, comme c'est une photo, et en fait, c'est un pont, voilà. Et c'est une photo. Oui, je pensais que c'était un monument. Là. Eh ben oui. Donc ça, c'est la photo qui est dans la collection du musée que vous avez piqué de Béatrix von Contra, que j'ai pas volé l'original malheureusement. Et elle livre sa réinterprétation. Donc ce qui est drôle, c'est que là, moi, je vous ai fait un avant-après
mais au musée, vous n'avez pas la photo à côté. Donc si vous connaissez, vous dites tiens, ça me dit quelque chose, et puis d'un autre côté, ça laisse place à l'imaginaire en fait si vous ne connaissez pas du tout. D'accord, mais il y a quand même moyen dans l'exposition de voir l'œuvre qui a inspiré ou Non. Non. Ah, d'accord. Eh ben non. Mais non, mais c'est ça qui est sympa en fait en même temps. Donc là, pareil, elle livre une autre interprétation. Donc là, on peut voir ce sont des sculptures. Donc oui, on devine. Ouais, on devine. Et puis donc là, c'est toujours les taches d'eau en fait qu'elle réinterprète avec l'encre de Chine. Et cette photo, c'est en fait une photo. Quelle mise en scène de Chine. Oh là là, oui. Quel travail, gros moyen. Et là, c'est une photo de la collection, une photo de Karen Knorr. Et voilà, c'est cette photo-là. On voit le socle. Ouais, on voit le socle. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, la photo devient dessin, la photo artistique devient aussi une autre œuvre. Elle la réinterprète, en fait, elle en fait une nouvelle œuvre. Ouais. Et donc, c'est surtout une exposition unique, puisque ces photos-là, elles sont vraiment faites à la roche, tirées de photos de la roche. Et donc, c'est en avant-première jusqu'au 29 avril au musée municipal. L'entrée est gratuite. Et c'est du mardi au samedi. Très bien. Plein de raisons d'aller voir en plus. Bon, enfin, c'est un peu bête de dire ça, mais si c'est gratuit, autant ça pique encore plus avec curiosité. Merci Delphine, merci Émilie, merci Raphaël Rabalan. Bon salon du livre, bon printemps du livre à Montaigu. Et on termine avec la une du magazine La Racine qui vous invite à titiller le goujon, enfin à aller à la pêche.